Donc, beaucoup d'images, et puis nous allons procéder par bonds. Par bonds dans le temps, dans l'espace et dans le concept. Donc, premier élément, si vous voulez, le jardin, c'est un microcosme, et donc pour comprendre ce microcosme, on peut s'intéresser à, non pas à son opposé, mais à son complément, le macrocosme. Donc je vous donne ici les différentes étapes des différents bonds que nous allons franchir. Le thème de la clôture, de la limite, du bord et de son ouverture, et donc du seuil. Qu'est-ce qui fait que l'on est dehors, dedans, et qu'il y a un mouvement, un passage entre deux mondes? Alors une autre structure sur laquelle j'insisterai, et que John Dixon Hunt a théorisé, en tout cas en partie, c'est que pour comprendre l'art du jardin, on peut s'appuyer sur la notion de nature et sur une structure que j'expliciterai de 4 natures. J'y reviendrai bien sûr. Et puis j'ai proposé à Béatrice, quand elle a organisé tout cela, puisque la demande était, disons, interculturelle et transversale, je me suis dit, bon, ne restons pas uniquement dans le monde occidental et européen et allons à l'autre bout du monde. Donc par exemple, je dis au Japon, puisque je connais un petit peu, disons, cette question. Et puis pour entrer dans une problématique, alors là peut-être un peu plus étrange, c'est un autre bout du monde aussi, et c'est une autre thématique, c'est un autre rapport au monde que l'Europe particulièrement a construit avec un continent noir, un continent mythique, et qui me semble être, disons, le lieu d'un enjeu contemporain. Et donc nous terminerons par une perspective qui sera ma synthèse. Allons-nous vivre comme des cloches sous des mondes sous cloche? Mais vous comprendrez l'ironie, et je pense qu'elle est assez simple à comprendre. Donc, grande image emblématique, Jérôme Bosch, et donc nous allons, qui est une sphère, et donc nous allons entrer dans le polyptyque, puisque ceci est l'image qui referme le polyptyque, le triptyque plus exactement, sur lui-même. Donc, premier modèle, Platon, où le modèle de l'espace, c'est une sphère considérée comme parfaite. Et cette sphère et le monde des sphères est une conception de l'harmonie des sphères et de l'harmonie du monde. Donc le démiurge construit cette sphère de cette manière-ci. Il y a 2 lignes, il les croise, et Platon emploie le terme, la lettre grecque qui. Il les courbe, il les assemble, une géométrie qui s'assemble, et il crée un modèle qui permet de comprendre la place de la Terre, la place des planètes, et comment justement ce monde est fini, harmonieux, parfait, achevé. Ceci pour le modèle macrocosmique et cosmologique. Alors il y a une traduction spatiale terrestre très concrète, à plusieurs niveaux, mythologique, qui est une danse sacrée, qui est la danse de la grue, et qui se présente de cette manière-ci. Et donc, le mouvement du corps crée un labyrinthe. Donc ce labyrinthe, on voit bien qu'il est clôturé sur lui-même, il n'a qu'une entrée, et qu'on pourrait définir donc le monde qui est en train d'être créé dans son dedans comme un monde plissé, replié, où finalement une forme petite va contenir quelque chose de plus grand qu'elle. Et donc le labyrinthe, c'est une grande forme universelle d'un point de vue anthropologique, dont voilà un exemple archaïque,
et dont on trouve bien évidemment dans l'art des jardins un certain nombre de représentations spatiales ou graphiques. Donc le jardin contient lui-même, finalement, se contient lui-même et se donne forme, notamment avec un labyrinthe. Alors le labyrinthe, bien entendu, c'est le lieu d'un combat entre des forces, je dirais, pour être simple, entre les forces de la lumière et les forces de l'ombre, ou, pour parler plus mythologiquement, entre Apollon et Dionysos. Alors, on reste dans le monde grec, et je vais vous présenter quelques exemples d'une danse qui est en rond et qui est en même temps un labyrinthe, à partir du bouclier d'Achille, qui est une grande description d'Homère, 200 vers, où il décrit la ville en paix, la ville en guerre, la campagne travaillée et la campagne qui est un lieu de fête. Je n'entre pas dans les détails puisque ceci est une sorte de... Bon, comme j'ai dit, je vais procéder par bond, et c'est une sorte d'introduction, et finalement, chaque étape pourrait être spécifiée, on pourrait entrer dans le détail, mais là, il faudrait un certain nombre de minutes pour entrer dans l'explicitation du bouclier d'Achille, et donc je me centre uniquement sur le 12e tableau. Ceci est une représentation du XIIe siècle, à partir de la description d'Homère. Et donc, dans ce 12e tableau, on voit très bien donc un pâtre grec qui joue de la flûte et au son de laquelle des femmes dansent en rond. Donc là, danse en rond, en fait, c'est une proto-figure des muses. Là, elles sont 4, ce sont des jeunes filles, mais bien sûr, elles sont 9, et la mère des muses, c'est Mnémosyné, donc c'est la déesse mémoire. Et donc, on a des traductions picturales à Rome, donc de Flore, ou du printemps, donc d'une des représentations du monde des jardins, et on voit très bien donc Flore cueillant des fleurs sur cette fresque donc du 1er siècle avant Jésus-Christ, peinture romaine qui reprend en fait les thèmes des peintures hellénistiques du 3e siècle en Grèce, mais qui ont toutes été perdues. Et un autre grand exemple romain d'une prairie fleurie, c'est le jardin de Julie, donc 40 ans avant Jésus-Christ, qui est donc un grand exemple de ce qui a été découvert à partir du XVIIIe siècle, qui sont ces fresques des villas romaines enfouies sous la catastrophe du Vésuve, catastrophe, force destructrice, qui finalement a permis de garder, en quelque sorte, un passé qui était connu par les textes, qui était connu par la description poétique, mais qui n'était pas connu d'un point de vue visuel. Donc ça a été vraiment un choc visuel extrêmement grand. Et du point de vue scientifique, les découvertes et les statuts de ces représentations restent objet des savants d'aujourd'hui qui s'occupent de l'identification et de la lecture, de l'interprétation de ces fresques. Mais la figure des jeunes filles qui dansent en rond, d'un point de vue théorique, représente aussi la synthèse des arts. Les 9 muses, finalement, ce sont tous les arts réunis et qui constituent donc le Parnasse. Et donc, dans l'histoire de la peinture, et dans l'histoire de l'art, et dans l'histoire de l'esthétique, la question de la différence des arts, de leur union, de leur disharmonie ou de leur conjonction est un thème récurrent, théoriquement et plastiquement. Et donc, je vous donne quelques exemples de ce thème. Donc, au ciel, il y a une danse. Ici, on a une interprétation, j'y reviendrai, puisque c'est quelque chose qui est, disons, plutôt une figure qui a à voir avec le Moyen-Âge et avec la spiritualité chrétienne, mais où on voit bien que la spiritualité chrétienne se pose, se greffe sur une structure qui vient de l'Antiquité gréco-romaine. Poussin,
très romain, bien entendu, comme peintre, qui donc, à la fin de sa vie, très explicitement, représente les âges de la vie, chronos, le temps, et puis ces jeunes filles qui sont la vie même. Et puis le sablier. Et puis une représentation du début du XIXe siècle, mais je n'ai pas pu retrouver exactement, mais c'est vers les années 1830, où donc ce thème, on voit bien qu'il voyage dans le temps d'une manière quasi identique à lui-même, et Apollon est au centre. Et puis, image vernaculaire, danser en rond autour de l'arbre, ou les scouts qui se rassemblent en rond autour d'un feu, mais ici c'est beaucoup plus explicite, n'est-ce pas? C'est vraiment le lieu de la fête dans la prairie. Deuxième étape, donc la danse en rond est quand même une figure de la clôture, figure de la fermeture qui s'ouvre sur un autre espace mental ou physique. Et donc, je passe historiquement à... C'était une petite discussion que nous avons eue ensemble, d'ailleurs, Béatrice, de savoir si j'allais, comment intégrer historiquement ce qu'on appelle le Moyen-Âge. Et je me suis dit, oui, il faut l'intégrer. Et donc, un grand thème spirituel, un thème lié aux femmes, d'ailleurs, dans les béguinages du nord de l'Europe, aux Pays-Bas, disons, est le thème du jardin clos. Le jardin clos de l'âme, ce sont dans les béguinages des femmes qui construisent qui font des reliquaires. Donc, je vous en donne un exemple. Donc jardin clos, c'est le nom, avec calvaire, à Malines, près de Bruxelles, vers les années 1500, et où donc ces femmes mariées à Dieu, au Christ, avec des matériaux non nobles, des os, des bouts de bois, des tissus ou de la broderie, ou des morceaux, assemblent et créent des ex-voto. Et donc, faire cet ex-voto, c'est évidemment méditer, c'est labourer son âme, c'est nourrir son âme. Alors, cette structure du jardin clos, elle n'est pas que spirituelle et mentale, elle n'est pas que à l'échelle de l'objet, elle se positionne aussi, elle construit un espace. J'ai d'ailleurs mis dans la bibliographie une référence qui, je pense, est un très très bon ouvrage d'introduction à la pensée du Moyen-Âge. C'est Paul Zumthor, Mesurer le monde, où vous avez dans cet ouvrage une excellente introduction à tout ce qui est la caractéristique, disons, du monde du Moyen-Âge occidental. Alors, ceci est un ouvrage de paysagistes et d'urbanistes qui ont étudié le thème du jardin clos d'un point de vue historique et qui, dans cet ouvrage, le transpose pour lire, pas simplement dans le Moyen-Âge, le thème du jardin clos dans l'histoire de l'espace et de l'urbanisme contemporain. Je ne retiens ici qu'une typologie en trois thèmes: un jardin de contemplation, un hortus catalogi et un hortus ludi, dont je vous donne donc les schémas, les dessins, et puis leurs fonctions. Donc ici, c'est un jardin de promenade intérieure où les moines lisent en murmurant les textes de la Bible. Et donc, la structure de l'espace est une structure où l'on n'entre pas, n'est-ce pas? On circule autour, comme en rond, justement, mais ce que l'on médite, c'est l'élévation de son âme. Et donc la structure spatiale, ce sont 4 carrés, une fontaine ou une statue au centre, qui figure 4 fleuves qui divisent l'espace et qui irriguent le monde. C'est une structure que l'on trouve chez Homère, d'ailleurs. Ce n'est pas du tout une structure originale. C'est une reprise d'un archétype ou d'un prototype qui a à voir aussi avec le carré latin du point de vue agronomique.
Donc on retrouve des représentations, il suffit d'aller à Cluny, n'est-ce pas, pour avoir accès à tout ce corpus. Donc, deuxième typologie sur le même archétype spatial, un hortus catalogi, c'est-à-dire le jardin non pas comme un lieu spirituel, mais comme un lieu de la curiosité scientifique. À l'époque, bien sûr, on ne parle pas de curiosité scientifique, mais en tout cas, ce sont des jardins qui ont une fonction de potager ou tout simplement de connaissance des plantes, liée donc à la connaissance botanique. Et donc, du coup, la division des parterres ont une fonction économique et une fonction d'observation de l'élevage des plantes. On trouve par exemple ici très exactement une représentation de cet hortus catalogi surmonté, comme il est banal évidemment, par la figure religieuse de la Vierge. Et puis, le troisième type de jardin, toujours caractéristique de cette époque qui démarre, je dirais, avec Charlemagne, 8e siècle, et qui se continuera jusqu'à 1600-1620 avec Salomon de Causse. Donc, l'Hortus ludi. Bon, c'est un des noms que l'on peut donner à ce type de jardin. Ça peut être le locus amoenus ou le jardin d'amour ou le lieu de la courtoisie. Donc voilà, c'est le lieu de la chevalerie. Alors un grand moment dans l'histoire de France et où l'exposition, il n'y a pas si longtemps, avait eu lieu d'André du Cerceau. Voilà, André du Cerceau écrit les plus beaux bâtiments de France et on voit très bien, j'ai choisi parmi les dizaines et des dizaines d'images, je pense à une structure où vous reconnaissez un centre, un cercle, une clôture et un catalogage finalement des formes possibles toujours dans le carré. Alors on peut avoir des labyrinthes, on peut avoir des potagers, et c'est une structure qu'on retrouvera par exemple dans l'habitat utopique à Arc-et-Senans, par exemple. Ce sera toujours la même structure. Alors Philibert Delorme, qui est un grand architecte français, constructeur, a écrit un gros ouvrage, donc traité d'architecture, qui est accompagné d'un certain nombre d'images et de représentations. Et l'une d'entre elles consiste à une allégorie du bon architecte. Il y a aussi le mauvais architecte, mais je vous en épargne l'image. Et donc, elle est très intéressante parce que il sort de la grotte, n'est-ce pas, du rocher creux. Il est habillé, il a tous ses sens, alors que le mauvais architecte n'a pas de main, n'a pas d'œil, n'a pas d'yeux, n'a pas d'oreille. Il est perdu dans le monde, alors que celui-ci est armé d'un compas. Donc il mesure le monde. Le compas, c'est aussi pour l'époque ce qui va former la lettre A. C'est donc la première lettre de l'alphabet, n'est-ce pas? C'est là que commence le monde. Il va s'ordonner, il va pouvoir être fabriqué, lu et compris. Et donc j'y reviendrai. Ce A, ce compas, est mélangé à au serpent. Mais le serpent, c'est aussi le caducée. Et donc, si je me réfère à un concept platonicien, le médecin, c'est aussi le sorcier, et le pharmacone, la pharmacie, c'est poison et remède, n'est-ce pas? Donc, l'architecte doit, comme tout un chacun d'ailleurs, nous sommes entre le bien et le mal, si vous voulez. Tout est une question de mesure, de pondération, de prudence, comme l'a dit Aristote. Donc la prudence, c'est l'idée de justesse, n'est-ce pas, plus que de justice. Et donc, cette représentation, cette allégorie, qui est, je dirais, profane, laïque, technique, elle est aussi
reprise sous des emblèmes chrétiens, et où le mot, vous voyez, prudence, est très explicitement repris, enfin explicitement. Non, il faut savoir que c'est Aristote, évidemment, qui a mis en avant l'idée de phronésis en grec, qui est traduit par prudentia en latin, mais vous voyez, les représentations sont exactement du même ordre. Hein. La mesure du monde, on pèse les éléments, il y a la forêt obscure, n'est-ce pas, de l'aventure, et puis le compas. Troisième étape, et pour une fois je vais très vite, ce qui nous laissera du temps pour le débat. Vous avez vu qu'au tout début, dans mon introduction, je disais qu'on allait s'appuyer sur une structure qui est la structure des 4 natures. Et donc voilà d'où vient l'origine de cette structure. Cicéron: nous semons du blé, nous plantons des arbres, nous fertilisons la terre par l'irrigation, nous confinons l'eau des fleuves et nous redressons et détournons leur cours. Bref, au moyen de nos mains, on pourrait dire nos instruments, n'est-ce pas, les mains étant prolongées par les outils et par la technique, nous essayons de créer en quelque sorte, alors voilà où la chose se met en place, en quelque sorte une seconde nature. Donc j'ai mis en latin alteram naturam. Donc le traducteur ici dit seconde nature, mais vous voyez très bien que alteram, c'est altérer, hein, c'est aussi autre, c'est aussi donc changer, transformer, hein, faire qu'une chose ne reste pas la même et devienne alors comme une seconde nature. Et il dit très bien au sein, donc dans le dedans. Alors, monde naturel, c'est-à-dire in rerum natura, dans la nature des choses, pour être plus littéral. Donc, le de rerum natura, c'est aussi à la même époque que Cicéron, ou à peu près, le traité de Lucrèce, traité matérialiste, qui aussi proto-scientifique, qui dit voilà, les plantes ne poussent pas parce qu'on invoque un dieu. Une plante pousse parce qu'on la cultive et qu'on la connaît, qu'on sait comment cela fonctionne. Alors, la structure des 4 natures, voilà d'une manière très très simple comment la comprendre. La première nature, c'est la grande nature, celle qui est immense, qui nous dépasse, dans laquelle nous sommes, dans laquelle la Terre se trouve et le monde. Et donc les termes grecs pour désigner cette première nature, c'est le terme physis, traduit par les latins par natura, qui est sans doute plus, facile à l'oreille, hein, puisque nature donne dans toutes les langues romanes et anglo-saxonnes le terme nature. Donc la nature, c'est bien l'idée de nature. Et aux États-Unis, une traduction possible de première nature, c'est donc le wilderness, le sauvage, qui faisait partie du premier titre, qui était une citation d'Aragon dans Le Paysan de Paris. Hein, tout le sauvage de l'homme réside dans ce terme de jardin. Donc la question du sauvage, du wilderness ou de la grande nature est une question qui aujourd'hui, je pense, est analysée d'un point de vue scientifique et politique sous le nom de écologie ou de développement durable. Je pense que le développement durable, c'est quelque chose qui a à voir avec le rapport à ce wilderness. Alors, le développement durable, si vous voulez, c'est une manière d'exprimer cette seconde nature, c'est-à-dire le pouvoir transformateur de l'homme. Nous ne pouvons pas, en tant qu'hommes, habiter le monde sans le transformer. Et donc, cette seconde nature, elle a différents noms. Le terme grec techné, technai, qui donne technique, technologie, qui sont donc les outils, les instruments. Et un tournevis est un instrument, comme peut l'être une centrale nucléaire. Je pense que de ce point de vue-là, c'est exactement la même chose. Alors, du point de vue du paysage, du point de vue du rapport à la transformation de la Terre, eh bien, cela donne des noms, campagne, paysage,
ville-campagne, ville-paysage, donc tout ce qui est du monde de l'industrie, au sens de industrieux, au sens du monde du travail, hein, que là, les choses se transforment. Alors, qu'est la troisième nature? Eh bien, la troisième nature, John Dickson Hunt s'appuie sur Pline pour le dire, bien, le jardin, c'est le lieu qui représente, qui redonne à lire et à voir cette première nature transformée. Donc le jardin, c'est la réduction, hein, c'est la représentation de cette première nature et de cette première nature transformée. Oui. Ah, personne ne connaît. Ah, oui. Alors, John Dickson Hunt, qui a fait une conférence, enfin, il est bien connu des spécialistes de l'art des jardins, excusez-moi. Il avait fait une conférence sur ce thème-là, justement, au Collège de France, il y a un certain nombre d'années. Donc, John Dickson Hunt est un des plus grands spécialistes de l'histoire des jardins. Il enseigne aux États-Unis pour l'instant. Il a publié un nombre incalculable d'ouvrages théoriques et historiques sur l'art des jardins. Un certain nombre de ces ouvrages sont traduits, trop peu, mais sont traduits en français. Voilà, et donc c'est lui qui a un peu formalisé cette structure. Alors, dans un petit article, il explique que cette troisième nature, qui est historique depuis les années 50, disons aux États-Unis, en France, dans les pays industrialisés, à partir des années 50, il y a eu l'émergence d'une strate, d'un corpus, beaucoup plus étendu que cela ne pouvait l'être au XVIe siècle, au XVIIIe siècle ou même au XIXe, qui sont les coffee table books, c'est-à-dire les livres d'images avec des photos. Et donc, il y a l'imprimé fait son miel, si vous voulez, de la représentation du jardin. Et donc, il y a une quatrième couche, une quatrième strate du jardin qui est dans l'image graphique publiée dans des ouvrages. Alors, sous forme de photos, sous forme de... On reprend les gravures du passé, et où cela devient en quelque sorte je dirais pas un art de masse, mais en tout cas où la diffusion de cette chose, de ce thème du jardin, y compris du jardin in situ, eh bien, existe à la limite plus, ou en tout cas d'une manière pleine et entière, dans l'image et pas simplement dans le site. Donc ces images peuvent faire rêver, bien sûr, peuvent éveiller le désir d'aller à l'autre bout du monde, justement. Puis ce qui peut se passer, c'est que quand on va à l'autre bout du monde et qu'on a cru l'image et qu'on voit le texte, si vous voulez, le premier texte, il peut y avoir un décept, enfin il peut y avoir une énorme déception, ou au contraire, il peut y avoir un choc très très grand. On peut aussi, bien entendu, être à la rencontre d'un lieu sans en passer du tout, bien entendu, par ces étapes-là. Donc, pour expliciter l'histoire des jardins à partir du XVIe siècle, je vais m'appuyer, j'ai organisé les représentations sur ces structures, en tout cas en partie. Alors voilà un schéma qui montre bien d'un point de vue global, une forme totale, les rapports entre ces différents éléments. C'est un architecte italien qui a publié je trouve ce très très bon schéma d'ensemble dans la revue Topos il y a une bonne dizaine d'années. Vous voyez à gauche de l'écran donc la première nature, le wilderness, à droite la ville, la campagne organisée, géométrisée, quadrillée. Et ce dans quoi nous allons entrer, c'est dans cette clé, en quelque sorte. Un bâtiment qui fait le seuil entre la grande nature et puis la ville, et que ce seuil est précédé, enfin est accompagné d'une structure simplifiée ici, qui est le carré, n'est-ce pas? Carré latin ou le carré du Moyen-Âge. Vous avez exactement la structure que nous avons vue au départ, avec la centralité, puis une partie avec
on peut très bien imaginer que chaque carré, eh bien, il y aura un potager, il y aura un fruitier, il y aura une partie libre et une partie avec éventuellement d'autres éléments. Donc on a une structure, je pense, très forte, simplifiée, qui prend la forme historiquement. Alors je ne vais pas tout vous expliquer sur ces schémas, mais c'est assez simple à comprendre. C'est un architecte paysagiste hollandais qui a étudié le parc de la Villette et qui a produit ces images schématiques que je trouve très didactiques et très puissantes, même s'il faudrait compléter la série. Ceci est un jardin plutôt, disons, entre Moyen-Âge et Renaissance. Jardin italien, si vous voulez, hein, pour simplifier, formel italien. Et je vais donner 2 exemples. Là, je pense que vous reconnaissez très facilement, disons, le jardin formel français, XVIIe siècle, mais je ne montrerai pas Versailles, je montrerai Vaux-le-Vicomte. Un parc paysager anglais, 18e, disons, pour être... Et là, on a une séquence siècle par siècle, n'est-ce pas? 16e, 17e, 18e. Et puis, on a un basculement avec la Révolution française, où le jardin, qui est plutôt, je dirais quand même, dans la campagne ou privé, ou en tout cas qui est un lieu de pouvoir, eh bien, se démocratise et devient un équipement urbain. Et donc, ceci représente plutôt ce qu'on pourrait appeler, enfin ce que l'auteur appelle le Volkspark, donc le parc du peuple, hein, pour que la ville, précisément, qui est en train de naître, hein, la métropole contemporaine naît à la fin du XVIIIe, début XIXe, elle doit s'accompagner d'un lieu d'aménité, n'est-ce pas, de plaisir, qui est un lieu de loisir, on ne travaille pas, hein, qui est un parc public. Un grand thème, évidemment, qui reste absolument fondamental. Hein. Ce n'est pas parce qu'on passe d'un modèle à l'autre que le modèle s'efface, n'est-ce pas? Il peut rester opératoire selon pour le patrimoine, par exemple, bien entendu, et puis dans la création contemporaine aussi, bien entendu. Ceci est le plus compliqué à comprendre, mais c'est, disons, un schéma qui est relié. Alors, vous voyez que ce qui caractérise, je crois, ce schéma, c'est on traverse, n'est-ce pas? On traverse un espace depuis un endroit à un autre. Il n'y a pas la clôture disparaît quasiment. Et pour l'auteur, c'est le jardin, disons, moderne, moderniste, caractéristique de l'après-guerre, de l'après-première guerre. Et puis ici, c'est le parc post-moderne, symphonique, on pourrait dire, bruyant pour d'autres, n'est-ce pas? Où l'harmonie classique semble, enfin, est perdue, et où les outils de représentation, les sons auxquels on peut s'habituer, enfin la ronde des muses en quelque sorte ne serait plus opératoire dans ce type d'espace. Alors j'ai l'habitude de me dire que ceci me fait penser, éventuellement à Kandinsky, plutôt qu'à quelque chose de postmoderne, mais cela me fait penser aussi à un grand événement sonore qui a bouleversé la symphonie classique du XIXe siècle, c'est le Sacre du Printemps, et où, la première audition du Sacre du Printemps, on a cassé les chaises, n'est-ce pas, hein, parce que c'était quelque chose qui était inaudible, alors qu'aujourd'hui, bien entendu, on peut plonger avec délectation dans quelque chose qui a pu être considéré comme barbare. Alors, je pense que c'est, toute proportion gardée, il y a le même type de rapport à l'espace qui peut se produire avec l'espace ou avec la musique. Et donc, on a besoin d'autres modèles. Et je pense que nous sommes dans cette époque. Nous sommes dans ce moment-là, au début. Donc, je vais vous donner 2 exemples de cette structure. La villa donc à Frascati, près de Rome, la villa Aldobrandini, l'on voit bien, je pense, comment la villa se pose sur la colline et où l'entrée, normalement, se fait par le bas, par un couloir optique. On entre dans le palais,
et on le traverse, et puis on peut aller vers la forêt obscure. Voilà le plan. Et donc, à cet endroit, ici, il y a, bien entendu, comme dans toutes les villas italiennes, la lecture se fait à partir de la mythologie. Et donc, ici, c'est la figure d'Atlas, n'est-ce pas, qui porte la terre. Et la figure d'Atlas se trouve dans le Nymphée, au pied de cette montée vers la forêt obscure. Donc, entrer dans cet espace, le parcourir, le lire, c'est aussi lire un texte qui permet de comprendre le monde. Le monde terrestre est lu à travers le grand récit de la mythologie. Et il permet donc de comprendre le monde dans lequel les hommes, le monde sublunaire, comme dirait Aristote, doivent faire avec la contingence et l'accident. Donc ceci est littéralement une mise en ordre et en lecture du monde, surchargé bien entendu de symboles, et où voilà, une monographie sur la villa d'Aldobrandini prend 300 pages, bien entendu, pour entrer dans le détail du texte. Alors voilà une vue aérienne Google, n'est-ce pas, toute simple, qui permet de bien voir où se trouve la structure, ici, n'est-ce pas, le couloir optique, le château, la villa et la forêt. Nous sommes donc près de Rome, ici, et nous allons aller à Tivoli, non pas la villa d'Adrien, du, disons, IIe siècle, début du IIe siècle avant Jésus-Christ, mais après Jésus-Christ, pardon, mais à la villa d'Este, donc qui se trouve juste à côté de Tivoli. Enfin, quand on fait le zoom avant dans l'image de Google, villa d'Este n'est pas indiqué, n'est-ce pas? Ce qui est indiqué, c'est Tivoli. Alors, une gravure extrêmement célèbre qui a circulé dans toute l'Europe, ou quasiment, et qui a fait connaître à ceux qui ne pouvaient pas faire le voyage, justement, cette quatrième nature, si vous voulez. Comment, par la représentation, le voyage de cette image a créé l'attractivité de la villa d'Este, peut-être plus que sa fréquentation in situ. On voit bien la structure, disons, comme on la voit chez Androé du Cerceau, et donc, normalement, on monte le long de la colline et je vais vous faire par bonds successifs ce trajet, depuis le bas jusque ici. La villa d'Este, c'est un jardin suspendu, en fait, vous allez comprendre tout de suite. Voilà, il y a des plateaux, donc l'entrée par la route et par le bas se fait ici, et on voit bien qu'il y a eu là un travail de tectonique, d'architectonique, un travail d'ingénieur pour créer l'assiette de quelque chose qui est totalement créé et artificiel sur la courbe informe de la colline, devient finalement un théâtre. Donc on voit bien que les hommes transforment la nature, la dominent et pour créer un paysage. Le couloir optique. Le couloir optique, pourquoi je dis couloir optique? Alors, bon, là, ça ne fonctionne pas très très bien, mais l'idée, c'est de travailler le seuil. Je viens du monde extérieur, profane ou autre, et j'entre, enfin, dans le seuil, il y a un passage, il y a une transformation, n'est-ce pas? Je rends obscures les choses pour qu'une autre clarté puisse naître à l'intérieur de ce que je vais parcourir. Donc, je passe d'un monde à un autre. Et j'entre dans le monde du rêve, finalement, où il y aura des visions et où, dans le petit, eh bien, je vais entrer dans l'histoire, je vais entrer dans la narration, je vais entrer dans le mythe. Donc l'espace à l'intérieur va se dilater. Donc la matérialité de la réalisation des statues, de l'eau, du végétal, de la lumière, eh bien, je ne dirais pas que ce sont des prétextes, mais derrière la matérialité des choses, c'est un espace mental qui n'est pas représentable et qui devient un monde intérieur. Donc là, je ne fais qu'un seul trajet. La villa d'Este est un espace très petit, mais extrêmement complexe, n'est-ce pas? C'est vraiment un espace très très dense. Je ne fais qu'un seul parcours.
ceci est la fontaine des dragons. Il y avait une statue d'Hercule, puisque Hercule est celui qui assomme le dragon qui garde l'entrée du jardin des Hespérides. Et le jardin des Hespérides, pour la Grèce antique, c'est le paradis, n'est-ce pas? C'est là que se trouvent les pommes d'or et où la vie est éternelle. Alors, plutôt que de mettre la statue d'Hercule qui n'existe plus, eh bien, j'ai manipulé une représentation de l'époque, d'ailleurs, 1573, par Goltzius. Alors, j'ai fait une petite manipulation pour rendre Hercule un peu double et un peu effrayant. Donc, c'est une image qui n'existe pas, hein. C'est une image qui est ma propre création. Et donc, bon, au-delà de ce jeu, parce qu'il dirait aussi une sorte de Gaulois, n'est-ce pas? Je ne trouve pas qu'il ait un air très, très italien. Et j'ai l'habitude de dire qu'on a affaire à une sorte de Schwarzenegger, n'est-ce pas? En tout cas, Hercule, eh bien, c'est celui des 12 travaux. Hein, c'est le seul homme qui devient Dieu, d'ailleurs, dans la mythologie grecque. Et il transforme le monde, n'est-ce pas? Les 12 travaux d'Hercule, c'est la force, c'est la puissance, c'est le nettoyage, c'est le combat avec les éléments pour transformer le monde. Donc il était là. Et c'est un endroit névralgique dans la villa d'Este parce qu'il y a un escalier et nous tournons autour d'Hercule. Et en tournant, nous montons l'escalier et nous nous retournons vers le trajet que nous venons d'accomplir. Donc on s'élève et on est presque arraché de là d'où nous venions. Et à la terrasse du dessus, donc nous étions là, et à la terrasse du dessus, eh bien, dans l'axe, n'est-ce pas, nous grandissons en quelque sorte. Hein. Nous étions petits et bon, voilà, nous élevons vers le ciel et nous regardons ce qui s'étale sous nos yeux. Donc, c'était évidemment très explicitement l'intention du créateur, du cardinal et du créateur Piero Ligorio que de profiter de la pente pour justement créer ce théâtre spectaculaire et cette élévation de l'âme et en même temps cette découverte du paysage. Donc quand on se trouve dans le bâtiment et sur le balcon supérieur, eh bien voilà, on est dans le ciel. Donc on voit très très bien qu'en partant du bas, il y a une spiritualité, une verticalité, une aspiration vers le ciel et donc vers Dieu qui est transcrite dans l'espace. Alors l'échelle de l'être et le fait de s'élever vers le ciel à partir des sens, la matérialité des sens, est en fait une vieille structure platonicienne qui est l'échelle de l'être et des êtres, et donc le sens, l'imagination, la raison, et pour terminer par le verbe. Et cette structure, elle est représentée ici, je trouve, d'une manière très, 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 très directe par quelqu'un qui n'est pas considéré comme un penseur orthodoxe, qui est anglais, Robert Fludd, qui fait partie de cette philosophie, alors non pas herméneutique, mais hermétique, qui a existé au XVIe, XVIIe et un peu au XVIIIe siècle en Europe et qui est qui est un courant souterrain qui a été en quelque sorte refoulé par la philosophie officielle, qu'elle soit cartésienne ou l'idéalisme allemand plus tard, et où aujourd'hui un certain nombre de spécialistes s'intéressent à ce corpus d'une manière qui n'est pas magique, qui est d'essayer de comprendre justement les symboles, les signes et le discours qui a été exploré par tous ces penseurs qui n'entrent pas dans la voie royale de l'encyclopédie scientifique, si vous voulez. Le Vatican, la sphère, et quand on est en haut, comme Anita Ekberg et Marcello Mastroianni, n'est-ce pas, et qu'on regarde vers le bas, eh bien on découvre le Vatican avec les musées. Et donc, il y a là une structure du Moyen-Âge,
4 carrés, sans ornement, n'est-ce pas? Une structure très lisible, simple, archétypale, et où le Vatican a commandé à un artiste, Arnoldo Pomodoro, italien, milanais, une sphère. Et l'œuvre s'appelle Sfera con Sfera, donc sphère avec sphère. Alors, je crois qu'on peut lire la sphère avec sphère, en tout cas c'est ma lecture. Je crois que quand Pomodoro installe cette sphère au centre de ces 4 carrés, il y a pour moi une correspondance, il y a une relation entre la sphère du Vatican qui s'élève dans le ciel et cette sphère, elle est une Rolling Stone qui a, n'est-ce pas, qui est descendue en quelque sorte et qui s'est fracassée. Et donc pour Pomodoro, la sphère avec sphère, c'est parce qu'il y a derrière ce fracas, derrière cette ouverture, cette crevasse, cette fracture, il y a une sphère dans la sphère. Donc la machinerie du monde est indiquée. Et je crois que du point de vue symbolique, quand Pomodoro... alors il a fait beaucoup, il a fait plusieurs fois cette sphère. Il y en a une qui est au Japon, par exemple. Je pense que d'un point de vue symbolique, elle dit quelque chose sur l'état du monde, n'est-ce pas? C'est que l'harmonie des sphères est, sinon brisée, en tout cas, elle est mise à mal. Et donc, il y a un événement qui s'est produit, qui a ouvert le monde sur lui-même. Et cet événement, en quelque sorte, est un événement qui vient de... Bon, qui est ce passage d'un monde clos, clôturé, à l'univers infini. Alors, du point de vue philosophique et du point de vue de la philosophie des sciences, Alexandre Koyré a bien étudié comment l'on est passé d'un monde... C'est une affaire très très compliquée, mais c'est absolument un événement fondamental de la pensée humaine et puis de la réalité de l'espèce humaine sur la Terre et dans son rapport aux choses et au monde. C'est que le monde, justement, n'est plus clos, n'est plus pensé comme quelque chose de clos, où le fini parfait des Grecs est quelque chose qui n'est pas suffisant pour penser le monde, et où la notion donc d'infini est accessible à la pensée. Elle n'est plus rejetée au dehors de la clôture, dans un indéterminé ou chez Dieu. Non, les hommes sont capables de penser l'infini dans le monde et avec le monde. Donc c'est la révolution copernicienne, Galilée, Kepler, Newton, etc. Et donc d'un point de vue par rapport à notre sujet, j'appelle ça c'est pas un piercing, c'est pas, mais presque. Donc la sphère est percée. Et donc il y a une représentation dans laquelle je n'entre pas dans les détails, mais qui est très problématique. Enfin, je vais quand même indiquer ce dont il s'agit. Alors, j'ai appelé ça le percement de la sphère, oui, parce qu'on voit très bien qu'il y a le monde ancien, ptoléméen ou aristotélicien, et qu'un explorateur, un voyageur, un moine, en tout cas, quelqu'un s'aventure jusqu'aux limites, jusqu'au bord du monde fini, et il y a une sorte alors on pourrait dire insatisfaction, audace, inconscience, bref, en tout cas, il fait un pas de plus, et donc voilà, il perce l'enveloppe. Alors ce qui le pousse, en fait, c'est la curiosité, bien entendu, c'est la vieille curiosité de Saint-Augustin, d'ailleurs. Et donc, il découvre l'explication du monde d'en bas. Alors, il y a beaucoup de représentations de cette image, notamment, et à l'époque, j'avais fait une erreur, je l'ai mise dans le livre que j'ai publié qui s'appelle « Le jardin exploré ». Et à l'époque, finalement, j'étais un peu moins informé qu'aujourd'hui. Et en fait, j'ai mis l'image, mais sans le parerga, sans le cadre.
Et les commentaires de cette image qui existe encore aujourd'hui, on fait toujours l'erreur de dire que c'est une image d'un astrologue du XVIe siècle qui représente précisément cette pensée laïque, scientifique, quittant le monde grec ou le monde religieux chrétien et qui devient scientifique. Et on date cette image du XVIe siècle. En réalité, c'est pas du tout le XVIe siècle. C'est Camille Flammarion, le grand astronome, grand vulgarisateur, qui fabrique cette image pour représenter précisément ce passage du monde clos à l'univers infini. Donc il y a une manipulation hypnotique dans laquelle finalement la conscience ou la lecture de l'image a toujours... vous pouvez trouver très souvent une référence tout à fait scientifique en disant voilà, image du XVIe siècle. Jung, par exemple, dans un mythe moderne, dit voilà, c'est une image du XVIe siècle. Donc, percement de la sphère, d'un point de vue allégorique, symbolique, et d'un point de vue, disons, mathématique et pictural. Et là, vous voyez bien que la question des quatre natures, je pense, vous pouvez la saisir, n'est-ce pas? Nous sommes ici entre la troisième et la quatrième nature, d'une part, et nous sommes, d'autre part, dans les différents médiums des arts qui travaillent entre eux la représentation du monde. Ici, la peinture. Et dans la peinture, donc, grand moment de l'histoire de la peinture, grand moment de l'histoire de la pensée, où ce n'est plus la verticalité qui préside à l'ordre du monde, mais quelque chose qui a à voir avec l'horizontalité et avec l'espace terrestre. Où ce qu'il s'agit de conquérir, c'est l'espace de la Terre. Il ne faut pas oublier que ça va être l'époque des grandes découvertes et de la... Voilà, ce qu'on appelle les grandes découvertes, y compris de l'espace terrestre, par un système de pensée qui n'est plus seulement le monde antique ou le monde chrétien. Alors, bon, bien entendu, l'histoire de la perspective, c'est 200 ans d'histoire, un corpus immense, très complexe. Je ne montre que donc Van Eyck et puis peut-être une image un peu moins connue, mais tout aussi importante. Dirk Boots, donc le panneau principal du retable du Saint-Sacrement, qui a été analysé par Erwin Panofsky dans ce grand livre de 1927, La perspective comme forme symbolique, et où, bon, qui est un moment épistémologique de l'histoire de l'art et de l'histoire de la pensée. Et donc, où Panofsky, dans son analyse, montre très bien que le tableau construit le regard, construit la pensée et construit l'espace. L'espace pictural, bien entendu, mais cet espace pictural va aussi se déposer dans l'espace concret. Et une des traductions possibles de ce point de fuite avec l'infini sur la Terre, sur l'horizon, et non plus un infini qui se trouve au ciel, eh bien c'est Volvicomte, que j'ai manipulé un peu, et où on voit, donc je fais mon petit Panofsky, si vous voulez, très modestement, et où, en rabaissant la ligne d'horizon, eh bien, et qu'on construit les lignes, on voit bien que le point de fuite se trouve sur la Terre et non plus au ciel. Évidemment, on peut faire la même chose avec Versailles. Mais Volvicomte étant, si vous voulez, une œuvre majeure de le nôtre, n'est-ce pas? C'est une sorte de coup de tonnerre qui ouvre tout l'espace du jardin formel français. Je crois qu'étudier Volvicomte permet de comprendre ce que Weiss avait appelé les miroirs de l'infini. Donc, quand on arrive à Volvicomte, on arrive par le parking. Donc, c'est une structure italienne, n'est-ce pas? Le jardin se déploie... enfin, ça dépend des villas. En tout cas, le jardin se déploie derrière le château. Alors, la villa d'Est, il se déployait devant. Alors, il y a aussi tout un jeu de positionnement possible entre qu'est-ce qu'on met en premier dans la découverte de l'espace et comment arrive-t-on, évidemment, dans l'espace.
À la Villa d'Est, par exemple, aujourd'hui, on ne fait pas du tout le parcours tel que je vous l'ai montré, parce que l'entrée du bas est interdite. Donc on entre par le haut. Donc on descend. Alors que le sens du trajet, c'est de monter. Bon, à Vaux-le-Vicomte, c'est l'entrée de Louis XIV, n'est-ce pas? Quand Louis XIV est arrivé au pied de Fouquet, il est entré par là. Alors quand on va là en haut et qu'on regarde vers le grand paysage, non pas vers le jardin, eh bien on va vers la forêt. Voilà, et dans l'autre sens, on découvre le plateau organisé de l'Artopière et des broderies, des tapisseries, pour employer le terme de Perrault dans la traduction de Vitruve. On découvre l'espace de lumière au cœur de la forêt, même s'il n'y avait pas de forêt. Enfin, l'image à l'époque, c'était plutôt une campagne. Bon, il y avait là quand même, au milieu de quelque chose qui était la campagne cultivée. Au cœur de cette campagne, il y a cette troisième nature, qui est le jardin, et qui représente une conception du monde. Alors cet espace tel que vous le voyez là a été tombé en désuétude, a été ruiné, et il a été restauré par les Duchesne à partir de la fin du XIXe siècle. Alors au bout, vous voyez, il y a un bout, il y a une limite, il y a un bord. Même si on peut continuer la promenade dans la forêt, le jardin s'arrête en quelque sorte. Et il s'arrête où? Il s'arrête à une copie de l'Hercule Farnèse. Donc Hercule, n'est-ce pas, le même dieu qu'à la Villa d'Este, impressionnant, n'est-ce pas, 6 mètres de haut, dominateur, n'est-ce pas, vous devenez tout petit en face de ce monstre, finalement, monstre amical quand même. Et donc, voilà ce que Hercule voit, n'est-ce pas, en quelque sorte. Il regarde de haut l'espace qui s'étale devant lui. Donc pour moi, entre le château et Hercule, il y a une sorte de sphère invisible. Je crois qu'on est encore, pour moi, à la villa, à Vaux-le-Vicomte, on est dans deux mondes. D'un côté, il y a ce percement potentiel, enfin cet axe qui file vers l'infini, d'une part, mais de l'autre côté, ce monde est encore clôturé sur lui-même, ouvert sur le monde, mais en même temps parfait, organisé. On est encore, et très certainement, dans le monde classique, où la sculpture, l'architecture, la vaisselle, le jardin, le château, les comportements, les usages, la société de cour, la société de cour règne. Et elle va régner à l'échelle de la nation avec Louis XIV. Mais le modèle est chez Fouquet, à Vaux-le-Vicomte. C'est un modèle social, politique, économique, esthétique. Alors cette image permet de bien comprendre comment fonctionne le dispositif de Vaux-le-Vicomte. C'est une axonométrie déformée qui permet de bien comprendre, de restituer l'expérience visuelle de l'espace que nous avons quand nous parcourons cet espace. Alors je pense que vous l'avez remarqué, je reviens en arrière, vous ne voyez pas le Grand Canal ici. Il est escamoté, n'est-ce pas? On ne voit rien. Donc quand on marche, on croit qu'on s'approche, on s'approche effectivement, mais quand on va arriver là-bas, on va pas pouvoir, il va falloir, on va arriver là, et puis il va falloir faire ceci. Donc au moment où on s'approche de la fin, cette fin finalement recule en quelque sorte. Alors ça c'est vraiment un coup de génie de la part de Lenôtre que d'avoir vu les potentialités dans le site d'un dispositif plastique, esthétique, une économie du regard. Et on voit aussi que
les deux architectes paysagistes hollandais qui ont écrit cet ouvrage qui s'appelle Architecture and Landscape ont produit des représentations qui, pour moi, sont exemplaires, qui font bien comprendre comment fonctionne finalement le dispositif spatial qu'est un jardin. Et donc là, la ligne ici, on voit très bien que crée une ligne d'horizon, la ligne du regard, qui communique avec la statue d'Hercule. Donc, à peu près à la même époque, enfin juste avant, voilà, Descartes. Alors, juste, je lis le passage emblématique avec cette expression, le rapport entre première et deuxième nature. Au lieu de cette philosophie spéculative, celle des jésuites donc, qu'on enseigne dans les écoles, on en peut trouver une pratique par laquelle, connaissant la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, des cieux et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, c'est très important ça, aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, donc de nos transformateurs du monde, mais il ne dit pas artistes, n'est-ce pas, de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Alors c'est cette phrase emblématique que l'on cite très souvent pour dire voilà, le modèle de la domination du monde vient de Descartes, n'est-ce pas, le grand fautif. Alors je n'entre pas dans les détails, mais il dit bien qu'il y a comme un exercice qui est de l'ordre de la simulation, n'est-ce pas? Il ne dit pas nous rendre maîtres et possesseurs de la nature. Il y a le petit comme là qui intervient de manière perturbatrice, mais que je ne commenterai pas plus avant. Il y aurait tout un travail à faire sur ce petit vocable. Et puis le paragraphe que je ne vous lirai pas, en fait, il fait le rapport entre se faire comme maître et possesseur de la nature, parce que ce qui est en jeu là derrière, c'est la santé. L'art sur lequel il s'appuie sur la médecine, un peu comme s'il s'appuyait sur Hippocrate. Donc, mens sana in corpore sano, et donc, quand je vous disais que l'architecte de Philibert Delorme, avec le compas, il y avait le caducée, eh bien, c'est une allusion directe à Hippocrate. Et donc, la question de la santé ou du soin, de cura, n'est-ce pas, de cura au sens de prendre soin, correspond finalement au fait d'avoir le sens de la mesure. On voit tout de suite les excès, n'est-ce pas, qui peuvent se produire par rapport à l'incurie ou par rapport à la démesure, bien entendu. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas représenter la démesure. Voilà, donc premier modèle, deuxième modèle. Alors, en ce qui concerne la France, et ce qui concerne la question de l'axe, voilà, les Tuileries, et je fais le rapport à la ville, si vous voulez. Maîtriser le jardin, c'est une sorte d'exercice qui permet de maîtriser pas simplement le jardin, mais qui permet de maîtriser une métropole, notamment Paris, ou par l'axe de Paris, où on voit bien représenter également ici la Défense. Alors Versailles se trouve ici. Donc c'est un schéma qui est tiré d'un architecte historien italien qui montre comment, au XVIIe siècle, il y a une création absolument gigantesque qui transforme vraiment le territoire et où les jardins et l'axe construisent un nouveau territoire que nous connaissons aujourd'hui. Et qui est le territoire de l'Île-de-France, qui est le territoire du Grand Paris, finalement. Je pense que pour comprendre les enjeux du Grand Paris, on peut mettre cette strate territoriale qui est toujours opératoire. Alors si on revient à l'échelle du Petit Paris, eh bien une autre figure du rapport au jardin et à la ville, ce sont les parcs urbains, le Volkspark que j'évoquais précédemment, et où voilà, c'est une image de Hénard, un urbaniste du début du XXe siècle, qui montre comment eh bien, la ville est équipée, déjà équipée avec les buttes Chaumont, où
les Tuileries, mais où la métropole contemporaine, moderne, doit s'équiper de squares et d'autres types de parcs publics. Alors, ce projet ne sera pas réalisé, n'est-ce pas? Mais voilà l'intention urbanistique et politique de comment vivre la ville. Alors, je disais qu'il y avait le modèle paysager, un modèle plutôt anglais, 18e. Donc voilà le frontispice d'un ouvrage. Je vais montrer la couverture par la suite. Ainsi, Satan variait ses mouvements et sa queue tortueuse enroulait ses capricieux anneaux à la vue d'Ève. C'est une citation de Milton, faite par... alors, vous voyez l'image, il y a une pyramide, en quelque sorte, transparente, égyptienne. C'est la pyramide du Louvre, d'une certaine manière. Et à l'intérieur, il y a ce serpent que Hogarth, puisque c'est lui qui écrit ce texte au milieu du XVIIIe siècle en Angleterre, l'analyse de la beauté, c'est lui qui met en avant qui met ce frontispice pour créer toute une théorie esthétique qui est la maîtrise de la ligne et la maîtrise de la variété dans l'unité, ou l'unité dans la variété. Du point de vue des jardins, la notion qui va être opérationnelle à partir de là, ce n'est pas tellement la notion de beauté classique ou d'harmonie, ça va être la notion de pittoresque, de surprise, d'accident, mais d'un accident maîtrisé, de quelque chose qui est plus dynamique, si vous voulez. Au XVIIIe siècle, les Anglais comme les Français d'ailleurs vont dire des jardins du XVIIIe, des jardins français du XVIIe, que l'on s'ennuyait à Versailles, n'est-ce pas? Voilà, c'était l'abbé Laugier dans ses observations sur l'architecture dira mais qu'est-ce qu'on s'ennuie à Versailles? Donc c'est un jardin du passé et il s'agit d'être moderne, contemporain et de fabriquer des jardins paysagers. Et qu'est-ce qui préside à la stimulation, si vous voulez, plastique, esthétique du regard? Eh bien, c'est de jouer avec les éléments du pittoresque. Et ce qui crée le pittoresque, c'est la ligne serpentine, ou en tout cas la maîtrise de la ligne. Alors Hogarth est quelqu'un qui manipule complètement et qui maîtrise complètement les outils de la représentation classique, la sculpture, la peinture, le dessin, le graphisme, et donc il fabrique une planche. C'est un caricaturiste, n'est-ce pas? Hogarth, c'est un très très grand caricaturiste de la société anglaise. Il y a une exposition au Louvre il y a quelques années qui était absolument magnifique de ce point de vue-là, et où donc ce qu'il analyse, c'est la morphologie et la déformation. Formation, déformation. Mais ce qu'il montre, c'est un processus de transformation des lignes. N'est-ce pas? Ce qui compte, c'est, et on va choisir, évidemment, en fonction de ce que l'on veut indiquer, provoquer comme affect, comme critique, comme représentation, on va choisir quelque chose de très tordu ou au contraire quelque chose de très droit. Donc il y a une palette comme ça de métamorphose et de morphogénèse, si je puis dire, qui se met en place. Et du point de vue des jardins, cela donne une représentation spatiale qui n'est plus du tout un canal, n'est-ce pas, gigantesque, qui est justement ce délicat serpent à Rawsham ici en Angleterre. Alors ça, je joue un peu avec le PowerPoint. Nous ne sommes pas dans le jardin anglais, mais ce qui m'a surpris quand je suis allé à Séoul, nous sommes à Séoul, là, c'est qu'on a au centre-ville une rivière récemment qui a été restaurée. On avait une autoroute en plein centre urbain, elle a été dégagée et on a restauré une rivière qui était là à l'origine de Séoul, qui maintenant fonctionne en circuit fermé. Donc on a introduit une promenade, moi je pense néo-pittoresque, au cœur de Séoul, que tout le monde fréquente. Et l'origine, le début de cette promenade, eh bien, c'est une fontaine. Et ce qui sort de cette fontaine, c'est ceci.
Alors moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est exactement la même chose qu'à Raucham en 1730. Donc il y a une sorte de zigzag, on peut dire ça, une sorte de légèreté, gratuite, mais qui n'est pas que gratuite, n'est-ce pas? Il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de l'apprivoisement des éléments. Donc je reviens sur Raucham. Voilà une vue axonométrique qui permet de comprendre le dispositif du jardin et où ce qui se met en place, c'est une série de tableaux. Donc chaque fois, vous avez des cônes de vision. Depuis le dedans du jardin qui regarde vers le dehors. Et les différents points de vue, comme vous le voyez, vous ne savez pas quand vous êtes ici, ce n'est pas relié d'une manière explicite. Vaux-le-Vicomte, on pouvait avoir l'impression, et on l'a effectivement, que tout est vu d'un coup, et que si je me retourne, je sais où je suis. Dans ce tout petit espace, il y a des masquages perpétuels, n'est-ce pas? Il y a des écrans visuels, des écrans de verdure, il joue aussi sur les effets de pente, et le regard est toujours attiré soit vers le dehors, soit vers le dedans, mais les tableaux se complètent dans votre esprit. Bon, ce n'est pas la perspective accélérée de Vaux-le-Vicomte, c'est une perspective, une quadratura, comme on dit, qui vient d'Italie, puisque Kent, William Kent, c'est le paysagiste, grand artiste, plasticien, designer anglais, a séjourné à Rome pendant une bonne quinzaine d'années, et quand il revient en Angleterre, il a une commande et il transforme cet espace dans une esthétique nouvelle. Alors cette esthétique nouvelle est caractérisée par la systématisation d'un dispositif qui s'appelle le ha-ha. Vous allez comprendre juste après. Et ici, donc nous sommes dans le jardin, et ici, il y a, vous voyez, un point de vue. Alors ça n'est pas Hercule, c'est une ruine artificielle, romaine, mais artificielle, qui est une sorte de mémoire des aqueducs romains et qui fait partie de la propriété. Donc ce qui est en vue là, c'est un objet technique, c'est une ruine, donc on peut se dire, interprétation possible, ici je suis dans le monde classique, alors est-ce que je regarde vers le passé romain ou est-ce que j'ai conscience que le monde d'aujourd'hui va vers sa ruine? Et c'est ça la question. Nous sommes au XVIIIe siècle. Les fouilles d'Herculanum et de Pompéi commencent, et c'est un événement, une fracture aussi dans l'esprit occidental européen, c'est que les civilisations sont mortelles, n'est-ce pas, elles finissent. Et donc je pense que ce rapport qu'il peut y avoir ici entre la statuaire et la ruine est un rapport réversible, n'est-ce pas? C'est aussi bien vers le passé, je crois, le passé historique, que vers notre propre avenir qui deviendra le passé. Bon, une lecture possible, et qui peut s'appuyer sur des éléments très... Bon, je pourrais argumenter avec des représentations de l'époque qui montrent cela d'une manière tout à fait explicite. Donc, Walpole, un grand écrivain, donc, qui a écrit un essai sur l'art des jardins modernes, je ne vais pas tout lire, nomme l'acte créateur de Kent en disant « Il me reste à montrer jusqu'à quel point M. Kent a été l'inventeur du nouveau style. » Donc le nouveau style, c'est celui qui s'oppose au français et à l'italien. Le coup de maître, le pas qui conduisit à tout ce qui a suivi, ce fut la destruction des enceintes murées, donc destruction de la clôture, quelle qu'elle soit, et l'invention des fossés. Alors, l'invention des fossés que je ne vois pas, qu'on appelle un ha-ha. C'est un fossé, donc une limite qui s'enfonce dans la terre et qui fait croire que quand je suis dans le jardin, eh bien, il ne s'arrêtera pas, il se prolongera au dehors, mais
il n'y aura pas de clôture. Mais il y aura évidemment une limite, mais je vais effacer la limite plutôt que de l'affirmer. Donc c'est bien le passage de la clôture, ou le percement, que j'évoquais avec cette image de l'explorateur. Et donc, tout le rapport entre le dehors et le dedans va se modifier. Donc la campagne va se modeler en fonction du regard du dedans. Et donc la phrase emblématique, comme celle de Descartes, comme maître et possesseur de la nature, la phrase emblématique qui est toujours citée dans l'histoire des jardins, c'est Kent franchit la clôture et vit que la nature était un jardin. Je pense que la pensée de Gilles Clément, qui fera une intervention dans quelques semaines, quand il parle du jardin planétaire, je crois que cette expression jardin planétaire se situe dans cette généalogie de Kent. Bien sûr, avec des tas d'autres enjeux, bien entendu, mais on est dans cette problématique-là, dans la reprise, je dirais, par Gilles Clément, de ce rapport à la terre et à la clôture, à la limite. Alors voilà un exemple de fossé, un haha, donc, saut de loup, où quand j'arrive ici, je crois que je peux aussi aller dans la campagne. Alors ça a une fonction technique, c'est que les brebis, ou les gazelles si on se trouve en Afrique, quoique les gazelles ça saute, n'est-ce pas, ne peuvent pas aller dans le jardin, n'est-ce pas. Alors il y a une scène extraordinaire que je vous conseille vraiment de lire dans Bouvard et Pécuchet de Flaubert, où les Bouvard et Pécuchet, n'est-ce pas, créent un jardin, une architecture, et il y a une scène tout à fait, mais d'une drôlerie, d'un sarcasme absolument extraordinaire, où il y a l'inauguration du jardin, voilà, le champagne, etc. Et alors, excusez-moi de ma familiarité, mais ça se casse la gueule d'une manière lamentable, parce qu'il y a un être sauvage qui vient de la campagne, hirsute, n'est-ce pas, et qui va perturber la fête. Ça, c'est vraiment le surgissement du wilderness dans la société, la bonne société que Flaubert critique, justement. Alors lui, justement, le SDF, en quelque sorte, qui vient interrompre les codes de la bonne société, vient du dehors, n'est-ce pas? Alors qu'ici, c'est complètement maîtrisé. Donc au niveau de l'espace, l'Angleterre se transforme en fonction de la maîtrise de ce haha. Cette classe au pouvoir va transformer l'agriculture, va transformer tout le paysage de l'Angleterre pour aboutir à un système économique complètement différent. Je vais accélérer, et où un des acteurs s'appelle Humphrey Repton, qui crée entre la fin du XVIIIe et surtout la fin du XVIIIe et début XIXe, transforme vraiment le territoire. Alors, ce qui est intéressant par rapport avec les jardins, et donc avec un système de production, et par rapport à cette structure des 4 jardins, ce qui est intéressant, c'est que j'ai trouvé une carte où il y a un certain nombre de textes qui sont écrits à propos de la campagne qui est en train de se transformer. Donc quand je vous mentionne cette structure des 4 jardins, première nature, deuxième nature, la campagne transformée, troisième nature, le jardin, quatrième nature, c'est le texte, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la description ou de l'image, eh bien on a cette structure déjà en réalité depuis le XVIIIe siècle et le XIXe siècle. Et en fait, plus profondément, c'est une structure qui est la structure qui démarre avec toute poésie quand elle parle de l'espace. Alors, je vais vers la fin, n'est-ce pas, vers mes 2 derniers chapitres, le Japon et puis l'Afrique, mais un petit passage d'abord par l'exportation du modèle pittoresque aux États-Unis, et où, si vous voulez, les choses se dilatent à l'échelle de l'espace, et à quelque chose qui va devenir les lieux de tourisme contemporain. Donc, ce qu'on appelle le grand tour
n'est-ce pas, hein, les Anglais qui fréquentent l'Italie créent le tourisme. Ce grand tour s'exporte aux États-Unis. Et par rapport à ce que je viens de dire sur le rôle de la quatrième nature, le rôle de la description, le rôle de la littérature par rapport à la fréquentation ou au désir d'aller mettre ses pas dans un paysage ou dans des lieux emblématiques ou dans des lieux du wilderness, eh bien, aux États-Unis, les chutes du Niagara font l'objet de descriptions romanesques. Et ce sont ces descriptions romanesques dans la littérature qui créent finalement le flux ou le flot touristique ou des représentations. Donc on a un jeu entre les différents arts. La littérature, ici, donc George Catlin, qui est un grand peintre américain qui a peint les Indiens, enfin, les autochtones de l'époque, a aussi fait cette peinture que je trouve tout à fait incongrue et extraordinaire pour l'époque, parce que il peint les chutes du Niagara comme une photographie aérienne, n'est-ce pas, hein, à la verticale. Ce qui est tout à fait étonnant. Hein, c'est comme si on était en avion. Hein, c'est une image de Google, finalement. Hein, 1827. Et donc, à la même époque, un photographe, voilà, hein, le fait d'aller aux chutes du Niagara comme si nous étions à la ville, eh bien, devient la promenade. Alors, est-ce que c'est encore du pittoresque aux États-Unis? Je crois qu'on a plus à voir ça communique plus avec le sublime, hein, le contact avec la grande nature, précisément. Hein. Je crois que le voyage, c'est depuis la ville vers le wilderness. Et donc, le photographe, autre médium qui intervient au XIXe siècle, en plus de la peinture, de l'architecture, de la sculpture, de la gravure, la photographie alimente en quelque sorte la relation entre les arts avec un nouveau médium. Donc il y a une superposition des médiums et une relance en quelque sorte de la quatrième nature par la photo. Donc structure des quatre natures au Japon, mais pas seulement. Voilà. Le wilderness ou la grande nature au Japon, l'eau, la brume, la poussée de la fusis, n'est-ce pas, la végétation a une force absolument envahissante, incroyable, sans être inquiétante d'ailleurs. Voilà, nous sommes au nord du Japon ici, hein, à Aomori. Bon, quelques équipements portuaires. Et donc, quelle est la caractéristique une des caractéristiques du milieu ambiant au Japon, ben, c'est la variabilité de ces îles. Et du point de vue, non pas simplement des jardins, mais du point de vue du rapport au monde qui est institué par la langue, par les métaphores, par les créations poétiques, par la littérature, et par les jardins, et par le rapport au paysage, c'est comme la princesse du même nom, n'est-ce pas, Mononoke, c'est avoir le sentiment de la situation, hein, être dans le monde et donc de saisir. Alors je ne suis pas spécialiste du Japon, je crois qu'il y en a dans la salle qui pourraient en parler beaucoup mieux que moi, mais en tout cas il y a là un vocabulaire, un rapport au monde qui est très très différent de tout ce que je viens de vous expliquer par rapport à Platon, n'est-ce pas? Il n'y a pas de transcendance, il n'y a pas cette harmonie des sphères. Hein. Le modèle cosmologique, macro-cosmique et microcosmique, qui existe, bien entendu, se réfère à un tout autre paradigme, dans lequel je n'entre pas, mais parce que c'est extrêmement complexe, je vais vous en donner simplement un avant-goût. Donc, ça crée évidemment une forme du jardin japonais, du rapport à l'architecture au paysage, qui est extrêmement différent, et je ne dirais pas opposé, qui est vraiment un autre monde. Alors une caractéristique très importante, en fait ce sont les pluies,
Et ceci est extrait donc c'est une planche extraite d'un ouvrage de 56 sur le jardin japonais et les jardins, que je trouve très intelligent de mettre les conditions climatiques et donc la pluviométrie, où il compare Tokyo, Moscou, Londres, New York, Berlin et Paris, et où on voit donc ici cette ligne, c'est celle de Tokyo. Et donc les jardins, c'est un dispositif technique et esthétique en même temps, et plastique. Mais on ne peut pas séparer les deux, si vous voulez. Hein. Une chose que l'on voit a toujours une fonction économique au sens économie des éléments. N'est-ce pas? Parce que lorsqu'on a des tsunamis, ou quand la chaleur est très très forte, eh bien, cela évidemment imprime sa marque sur le monde habité. Donc quelques images pour vous montrer, comment dire, cette sorte d'excès, excès non inquiétant, je trouve, de la grande nature au Japon. Donc le couvert végétal, l'omniprésence de l'eau. La seconde nature, hein, donc la maîtrise nécessaire, n'est-ce pas, des éléments, mais une maîtrise qui n'est pas contre les éléments. Hein, c'est une intelligence de la techné au Japon que je trouve personnellement tout à fait, enfin, qui est une grande culture, et où la technique est nécessaire. Elle doit se faire comme maître et possesseur, donc le jardin est une sorte de modélisation de ce qu'il faut faire à l'échelle du territoire. Nécessité vitale. Vous voyez par exemple ici, là, ceci, une rizière, cela appelle un soin quasiment, enfin, peut-être pas journalier, mais ça demande une très grande attention aux choses, comment dire, à l'équilibre des éléments, parce qu'un presque rien peut faire tout s'effondrer. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, au Japon, je crois que c'est une des raisons de son équilibre actuel, enfin en tout cas au niveau, à un certain niveau écologique, c'est que les forêts, les collines qui ne sont pas, comment dire, qui sont couvertes de végétaux, imaginez si l'on avait défriché les forêts, eh bien il ne resterait plus rien, n'est-ce pas? C'est absolument fondamental de ne pas conquérir la forêt qui couvre un des pays le plus plissé au monde. Alors, je trouve qu'il y a un exercice qu'il faudrait faire, c'est que si on déplie toutes les collines du Japon, ça a quelle grandeur, n'est-ce pas? Si toute cette surface labyrinthique plissée, si on l'étale comme une peau, je me demande quelle dimension cela ferait. Les rizières, je reviendrai sur cette image, parce que là, vous pouvez croire que vous êtes dans la campagne. En fait, nous ne sommes pas à la campagne, nous sommes dans un jardin que je vais vous montrer. Donc, le jardin qui introduit la campagne à l'intérieur de sa mise en scène. Mais si je ne vous le dis pas, vous vous dites, bah oui, voilà, le riz sèche dans des rizières, de la campagne, n'importe où. Maîtrise technique nécessaire et qui prend une forme, voilà, variété dans l'unité, n'est-ce pas, avec des matériaux traditionnels, le bambou, ou des matériaux contemporains, textiles, industriels, et cela donne un travail photographique. Donc pour moi, on est vraiment dans la relation. Alors on n'est plus dans le jardin esthétique limité, on est dans un territoire maîtrisé par la technique qui comment dire, sollicite, dans ce cas-ci, un travail photographique qui redonne à voir le pays maîtrisé par la technique, mais cela donne une représentation esthétique ou plastique, qui est une sorte, pour moi, d'hommage à la technique. Mais cette technique est elle-même extrêmement complexe. Elle n'a pas besoin d'être photographiée pour être ce qu'elle est, n'est-ce pas? Elle est déjà en elle-même, comment dire, j'ai presque envie de dire, admirable. Parce que ceci je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la gratuité, de l'ordre de la création, et en même temps, il y a quelque chose de l'ordre de l'opérationnalité. Bon, le travail de Shibata est tout à fait intéressant. Alors, vous voyez le titre, hein, c'est tiré d'un ouvrage, Terra. Donc, l'auteur, c'est New Landscape, Nouveau paysage, et le commentateur
fait le rapport entre le land art américain et une sorte de land art involontaire au Japon. Alors, dans le jardin, cela donne une transposition de l'humide. Nous sommes au Ryoanji, donc le Ryoanji à Kyoto, image célèbre. Alors moi je le mets en rapport parce que le Ryoanji, ça n'est pas que le jardin sec, c'est aussi un étang. Donc l'espace entier joue des différentes valeurs de l'humide et du sec. Le sec peut se renverser en humide et inversement. Donc schématisation, simplification, minimalisme, diraient certains. Alors, je pense que vous savez que l'art des jardins en Chine ou au Japon, le premier terme, ce sont... Les jardiniers sont des dresseurs de pierre. Donc la pierre est en fait un des éléments fondamentaux. Pardon, excusez-moi. Ici, vous avez une rivière sèche. Dans un jardin de mousse. Et cette rivière sèche, en fait, c'est un art caché, c'est-à-dire c'est une installation de pierre, mais qui ne se donne pas comme étant une création humaine, mais comme étant presque un art involontaire de la nature, sauf que c'est en fait une disposition des pierres par un grand créateur, Muso Kokushi ou Muso Soseki, selon la manière dont on l'appelle. Alors, toujours le rapport à la grande nature et à cette quatrième nature. Donc nous sommes au nord de Tokyo, à Nikko, qui est un lieu de tourisme aujourd'hui très célèbre. Donc collines, eau, lumière, silence, le cri des corbeaux, et puis l'eau. N'est-ce pas? Ce lac, qui est un lac de volcan, se déverse et donc crée des cascades. Et ces cascades sont chantées dans les poèmes. Donc là, il y a une force. Là, il y a quelque chose de l'ordre de la physis, de cette première nature qui vous domine, et il faut faire avec. Alors, comment faire avec? Eh bien, une des premières choses, c'est peut-être de les célébrer par le texte. Et donc, Basho est un de... Tiens, on ne voit pas. Normalement, j'avais écrit en dessous l'identité de... On ne le voit pas, là. Donc Basho, XVIIe siècle, est un grand poète de haïku qui voyage dans tout le Japon et qui donc écrit ses haïkus en rapport avec les lieux et les sites. Et donc, si aujourd'hui nous allons à Nikko regarder cette cascade, eh bien c'est notamment en raison de la description de Basho. Comme si nous allions dans la campagne romaine parce qu'on connaît Virgile. Et transposition de cette grande nature dans des dispositions de pierre et de petites cascades, mais où cette cascade et le son peut être lu et mis en relation avec la grande nature. Alors tout ça est nommé, bien entendu, décrit, représenté dans la peinture. Enfin, il y a des allusions, même y compris vis-à-vis de la Chine. Enfin, il y a tout un jeu subtil d'intertextualité, si vous voulez, généré par ce type de disposition. Alors, voilà, vous voyez, on joue de l'humide, on joue du sec, et donc ceci est en fait un grand paysage en réalité. Et vous pouvez vous imaginer tout petit dans cette disposition de pierre. Nous sommes au Jinkakuji, à Kyoto. Bon, alors on s'est beaucoup interrogé sur ce cône de sable. Moi, je pense qu'il ne faut pas chercher trop loin, n'est-ce pas? C'est une représentation schématique du Fuji. Je pense que... Je ne crois pas qu'il faille nécessairement sursymboliser. Voilà, on représente schématiquement un élément fondamental du paysage japonais, même si à l'époque le Fuji n'avait pas la valeur qu'il a acquise à partir de la fin du XIXe siècle et encore plus au XXe.
Alors, par exemple, vous voyez, c'est une image intéressante parce que la colline, où l'homme n'intervient pas d'une manière explicite, construit le paysage et le jardin, n'est-ce pas, comme un écran qui se lève derrière l'espace explicitement, alors pour le coup, ouvragé, calligraphié. Autre exemple de mise en scène de la grande nature dans son rapport au jardin et à l'architecture, à la vue et à l'espace, c'est le mont Hiei, donc, qui est inscrit dans le fond de la... Alors, on ne peut pas dire la perspective, n'est-ce pas, mais qui construit finalement un premier espace vide ici, un espace explicitement calligraphié, ouvragé, le mur qui inscrit une séparation, mais en même temps, la manière dont le jardin est disposé et orienté est composée avec le dehors qu'est le mont Hiei. Quand on est à l'intérieur de l'architecture, la montagne se rapproche, puisque le cadrage n'est pas le même, n'est-ce pas, puisque je diminue la fenêtre, du coup, la grande nature devient encore plus grande. Alors, dernier exemple, toujours à Kyoto, donc un Shugakuin, 1652, qui est moins célèbre peut-être que la Villa Katsura, mais qui pour moi est, à la limite beaucoup plus impressionnant. C'est un jardin paysager, en fait. C'est un jardin de promenade, très complexe, et où il y a des rizières. Donc à l'intérieur de ce jardin, il y a les rizières sacrées, l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, qui sont inscrites à l'intérieur de ce parc paysager de l'empereur. Donc Kyoto, aujourd'hui, voilà l'extension urbaine de Kyoto, mais voilà une image de Kyoto qui montre très bien comment cette capitale impériale était le point de départ d'une série de promenades vers la grande nature, et où donc aujourd'hui, bien en tant que touristes, nous pouvons essayer de refaire ces promenades, et que, vous voyez, tous les jardins sont à la limite entre le monde sacré et le monde profane. Donc l'ensemble de ces jardins, il y en a évidemment beaucoup plus, ici ce sont les principaux, jouent le rôle de seuil entre le monde humain et le monde des kami. Alors ils sont situés justement à la limite des montagnes non touchées par l'homme et le monde humain. Et donc la rupture se fait d'une manière radicale. Le Shogakuin se trouve à peu près ici, et l'image du cône, c'était le Jinkakuji ici. Je termine. 5 minutes ou 10 minutes à peu près pour... Alors, le lien, je le fais à partir du travail d'un autre photographe japonais sur un musée à l'université de Tokyo. Il a fait un travail photographique qu'il a appelé donc chambre de curiosité. Alors, je n'entre pas dans les détails, mais il y a un lien profond entre les cabinets de curiosité et l'art de jardin en Europe occidentale, au XVIIe siècle notamment. Donc cette curiosité, c'est une curiosité vis-à-vis de la diversité des formes du monde, de la nature, et aussi des objets techniques. Et dans ce cas-ci, il photographie une collection d'animaux qui sont gardés à titre scientifique. Et il en fait un ouvrage qui est absolument superbe. Donc vous voyez, il y a des curiosités, enfin des bébés éprouvettes. C'est très, 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 très mélancolique, je dirais. Et donc, d'autres photographes, aujourd'hui, il y a une sorte de mode, je crois, qui parcourt un peu un certain corpus. Des photographes font leur travail photographique sur les dioramas.
Ici, c'est Diane Fox, qui photographie finalement une nature sans l'homme. Mais elle photographie des dioramas. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, ce sont des dioramas construits, par exemple à la fin du 19e siècle, au 20e siècle, et le photographe va dans ces musées avec les dioramas et fait un travail photographique à partir de là. Donc vous voyez aussi que dans mon propos, je suis parti des jardins et puis j'essaie, si vous voulez, de passer à d'autres types de médiums, à un jeu entre les médiums et puis de changer d'échelle. Mais vous avez compris, je crois que, en tout cas pour moi, le thème du jardin concerne le monde et la terre, si vous voulez. Ce n'est pas simplement, quand on s'occupe de jardin, on s'occupe aussi de plus que de jardin. Et cet espace qui en savait trop, qui en sait trop, c'est là qu'on peut aller évidemment puiser un certain nombre de sources et de ressources. Alors ça, c'est un travail d'un japonais, Sugimoto, qui représente en quelque sorte, qui photographie un diorama, et ce diorama représente l'origine de l'homme, donc l'Afrique. Voilà une carte géologique de l'Afrique noire. Et au XIXe siècle, le continent noir a été, je l'ai mis là, l'image de l'Afrique comme le continent noir de nos origines obscures. Donc Paul Duchailloux a écrit un ouvrage sur la forêt dite primitive, et où cette créature, le gorille, le singe, on va aller à la poursuite des mystères de nos origines d'une manière darwinienne, si vous voulez. Donc il écrit et il construit le mythe de l'Afrique comme étant inquiétante et qu'il s'agit de dominer, c'est le continent noir. Et donc il y a des scènes de chasse et de meurtre, Il décrit par exemple cette chasse et il dit qu'il a tué ce grand singe et qu'il s'enfuyait comme si c'était un homme, n'est-ce pas? Et que lui a eu l'impression vraiment de commettre un meurtre, comme s'il tuait son frère. Donc on se trouve dans cette région qui s'appelait le Zaïre, enfin le Congo d'abord et puis le Congo aujourd'hui, et qui est notamment ici une zone particulièrement douloureuse, je crois, aujourd'hui, n'est-ce pas? Il y en a un des plus grands génocides contemporains qui est en train de se faire depuis quelques années, tout à fait invisible et inconnu, malheureusement. Mais donc, au début du XXe siècle, cette zone qui, du point de vue faune, flore, du point de vue écologique, est une des plus riches du monde, a été, dans les années 20, on a créé des parcs naturels. Donc là, vous avez une carte très belge, n'est-ce pas, puisque ça s'appelle Léopoldville, Stanleyville, donc Kinshasa ou Lubumbashi, plutôt qu'Élisabethville. Et donc, on est dans une région qui est qui a été très importante et qui reste aujourd'hui aussi très importante du point de vue, politique, aussi du point de vue de l'exploitation d'un métal dont j'oublie maintenant le nom, qui est très important pour la fabrication des composants. C'est pour ça d'ailleurs qu'on se bagarre beaucoup. Et donc, un taxidermiste qui s'appelle Karl Ackley a fait ce voyage, plusieurs voyages et plusieurs expéditions, et il a détruit, en tout cas il s'est positionné contre De Chailloux en disant mais non, l'Afrique est quelque chose de lumineux, de brillant, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui dit quelque chose de nous. Alors voilà cet homme qui est donc un des grands taxidermistes américains qui a complètement transformé la pratique et la mise en scène de la taxidermie, qui est une sorte d'art paradoxal. Et donc, pour être taxidermiste, il faut tuer. Et voilà donc c'est moi qui dis ça comme ça, le visage du premier gorille tué par Karl Ackley et qu'il met dans son ouvrage Brightest Africa. Donc le voilà. Donc évidemment, c'est une chasse victorieuse. Mais vous allez voir,
cette chasse victorieuse, en fait, elle est aussi faite pour, pédagogiquement, créer une taxidermie aux États-Unis pour apprendre ce que sont les espèces, la faune et la flore. Et le gorille est un animal fétiche de Karl Hakeley, qui est aussi sculpteur, qui fait des maquettes en bois et qui transpose donc l'être qu'il a tué et qui le métamorphose pour le mettre en scène par le dessin. Et par des mises en scène. Par exemple, dans ce diorama, il y a 70 000 plantes différentes qui ont été créées. Donc c'est un diorama qui se trouve à New York. Et donc c'est la scène de nos origines, en quelque sorte. Et aujourd'hui, un lieu touristique, n'est-ce pas, très... J'aime bien cette photo parce qu'on est comme devant un aquarium, n'est-ce pas? Comme si cette Afrique de nos origines était... oui, elle est gélifiée. Donc j'arrive à la fin, n'est-ce pas? Un autre animal fétiche était l'éléphant. Et voilà le dispositif total du musée, dont le film sur Internet, je vous conseille vraiment de le regarder parce qu'il est extrêmement bien fait. Donc je conclus sur les mondes sous cloche. Parce que d'où vient, si vous voulez, l'intérêt de la taxidermie? Je pense que ça vient du 19e siècle avec les pierres de rêve, avec ces boules, n'est-ce pas, que l'on met comme presse-papier et où l'on peut créer plein de scènes magiques, enfantines. Le Crystal Palace, 1851, qui est une sorte de mise sous cloche de la marchandisation du monde. Central Park à New York, qui est qualifié par Rem Koolhaas de taxidermie de la Grande Prairie. Et Central Park est créé au XIXe siècle comme parc public, et c'est une mise en scène pittoresque qui est au cœur de New York, sans lequel New York ne serait pas New York. Mais pour Rem Koolhaas, et je trouve que l'expression est extrêmement forte, c'est une sorte de gélification de l'espace qui n'existe pas, qui n'existe plus, qui n'a peut-être jamais existé d'ailleurs, hein, c'est vraiment une image. Fuller, ce grand ingénieur américain qu'on redécouvre aujourd'hui, qui anticipe en quelque sorte la crise écologique en disant voilà, pour protéger New York, on va le mettre sous cloche de verre. Une installation intéressante de Anish Kapoor, qui est une sorte pour moi de géode de la Villette, comme si c'était un œuf mollet, vous savez, c'est pas bien cuit, vous enlevez la coque et puis il s'affaisse un peu. C'était une exposition à Chicago. Donc nous sommes au cœur du parc postmoderne que j'ai montré tout au début, n'est-ce pas? Donc on est dans un dispositif optique qui redonne à voir le destin du monde, le type de film qui passe à l'intérieur de la géode, qui est aussi le dôme IMAX, c'est aussi une performance technique de tout premier ordre. Les images qui passent à l'intérieur de la géode, ce sont en général les images sur l'état du monde, n'est-ce pas? Les fourmis, les insectes, l'eau, l'écologie. Et donc voilà, interrogation de Nam June-paik sur l'état du monde, de Mariko Mori, qui se demande, japonaise, une sorte de devineresse, n'est-ce pas, en se disant, mais voilà, je suis... qu'est-ce que je suis en train de regarder et de faire, et que devient le monde? Voilà. Sommes-nous des singes tombés du, je ne sais pas, tombés du ciel? Donc c'est tiré du film de Fellini, Rêve de singe. C'est peut-être nous qui rêvons le singe, ou est-ce que c'est lui qui nous a rêvé? Je ne sais pas. Et je termine sur 3 images d'un photographe belge, Orwen Zori, qui me semble, comment dire, nommer le paradoxe dans lequel nous sommes. La taxidermie généralisée où
ou une nouvelle renaissance. Voilà, je vous remercie.